À la une de l'actualité, le rapport d'activité de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle remis hier au chef de l'État. Le chef de l'État qui attend les propositions du gouvernement pour la libéralisation de l'espace audiovisuel. Dans le cadre de l'économie numérique, les transactions par mobile money sont estimées à 15 milliards de francs CFA par jour. Information donnée par le ministre Bruno Nabagné-Koné, invité des rendez-vous du gouvernement. Vendredi 12 février, journée de l'enfant soldat. L'ONU invite à une réflexion sur un fléau qui prend de l'ampleur. Nous allons voir dans ce 13h le cas d'Abdoul, jeune libérien enrôlé de force à l'âge de 15 ans. 13h à Abidjan, bonjour à tous. La libéralisation de l'espace audiovisuel, c'est pour bientôt. Sur le sujet, le chef de l'État attend les propositions du gouvernement. Il a exprimé cela hier en recevant le rapport d'activité de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Le président a également abordé la question de la télévision numérique terrestre. On fait le point avec Jérôme Kofi Aboulin. La ACA devant le président de la République, Alassane Ouattara, ce jeudi. Une rencontre conformément à la mesure selon laquelle chaque institution doit rendre compte tous les ans de ses activités au chef de l'État. Pour la ministre de la Communication, Afoussiata Bamba, le président Alassane Ouattara, en recevant le rapport sur le bilan des activités 2015 de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, honore la grande famille de la communication. Monsieur le Président de la République, nous sommes aujourd'hui honorés du fait que vous puissiez nous recevoir ce jour, la ACA et moi-même. Et nous vous en remercions parce que c'est tout le secteur de la communication qui est honoré. Le rapport présenté fait état du contrôle du pluralisme politique, de la couverture médiatique réussie de l'élection présidentielle d'octobre dernier, ainsi que de la mise en œuvre de la libéralisation de l'espace audiovisuel. Ce dernier point, selon le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, constitue l'un des enjeux majeurs pour faire face aux nombreux défis de développement. Excellence, Monsieur le Président de la République, en raison des évolutions techniques majeures qu'il connaît, le secteur de la communication audiovisuelle fait face à d'importants défis dont la ACA mesure la portée. Au nombre de ceux-ci figure en bonne place la réception des émissions audiovisuelles étrangères sur le territoire national ainsi que l'exploitation des fréquences radioélectriques non autorisées. Il nous faut véritablement acquérir des équipements appropriés pour qu'à terme, l'on puisse empêcher techniquement la réception et la diffusion illégale de ces émissions, dont les contenus peuvent constituer parfois une menace réelle pour la protection de l'enfant, de l'adolescent, et même quelquefois constituer une menace pour la sûreté de l'État et la sécurité publique. Mais, Monsieur le Président de la République, la véritable réponse à cette situation réside dans la mise en œuvre effective de la libéralisation. Si un paysage reste longtemps en jachère, il arrive que chacun y fasse pousser ce qu'il veut. Donc, un effort commun est nécessaire pour que notre paysage puisse évoluer de façon harmonieuse. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir félicité les membres de la ACA, les a encouragés à poursuivre leurs activités. Il a indiqué qu'un État sans institution forte ne peut être crédible. La ACA est une institution importante. L'audiovisuel est un outil formidable aujourd'hui dans la gouvernance de tous les grands pays, de tous les pays modernes. Nous avons l'ambition de donner à notre pays une nouvelle constitution, j'espère cette année, par référendum. Et cela doit nous permettre de revoir le nombre et la qualité des institutions de la République. Les institutions sont importantes, de mon point de vue, parce qu'un État sans institutions crédibles ne peut pas en réalité tenir face aux crises. Et en cela, je voudrais vous féliciter pour la patience dont vous avez fait preuve à l'occasion des élections de 2015 qui nous ont permis de faire des élections équitables, réussies et surtout apaisées et reconnues par la communauté internationale. Et le président de la République de rassurer pour terminer les membres de la ACA quant à son soutien sans faille
en vue des moyens à leur apporter pour la réussite de leur mission. Hier également, le président a reçu le rapport d'activité annuelle de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Il faut retenir que 2581 personnalités ivoiriennes ont déclaré leur patrimoine et 63 cas de corruption signalés. Information donnée par le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Eliman Diarra. On reste toujours avec Jérôme Kofi Aboulé. Lutter contre la corruption et inculquer la probité, telle est la feuille de route de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. L'institution a fait le bilan de ses activités pour l'année 2015 à peine achevée. C'est pour remettre au président de la République, Alassane Ouattara, le rapport contenant ce bilan que les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se sont rendus ce jeudi au palais présidentiel. Excellence, Monsieur le Président de la République, en inaugurant votre deuxième mandat par la réception du rapport de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vous réaffirmez votre engagement ferme à poursuivre vos actions en vue d'une plus grande moralisation de la vie publique nationale. Il s'agit à l'évidence d'un signal fort que vous donnez à l'ensemble de vos concitoyens et surtout des gestionnaires de la chose publique pour un changement qualitatif de comportement préalable à l'émergence de l'Ivoirien nouveau. C'est un rapport en 4 axes. Il s'agit notamment des réformes à mettre en œuvre dans l'administration publique et privée en vue d'une meilleure responsabilisation des agents. L'une des mesures dans ce sens concerne la déclaration de patrimoine. À ce jour, ce sont environ 4500 déclarations qui ont été enregistrées. Selon le président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, Seydou Eliman Diarra, ce n'est pas assez, mais la détermination pour réussir la mission reste grande. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance voudrait partager avec vous la conviction qu'un environnement des affaires marqué par une grande transparence dans la gestion des ressources publiques et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées demeure un avantage correct, concurrentiel, durable pour encourager les investissements directs étrangers et nationaux. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance entend donc conduire avec abnégation les chantiers qui sont les siens. Elle est consciente de l'immensité de la tâche et de la délicatesse de sa mission. Mais surtout, elle reste convaincue qu'imaginer un monde sans corruption est bien, mais le construire est mieux. C'est pourquoi, à vos côtés, Monsieur le Président de la République, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance se propose d'œuvrer sans relâche en vue du changement de mentalité et du renforcement de l'éthique dans la gestion des affaires publiques. Le président de la République, Alassane Ouattara, a félicité les membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et les a exhortés à davantage d'efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est la corruption. Je tiens beaucoup à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette structure a été créée parce que nous en avons besoin. La lutte contre la corruption, le combat pour la bonne gouvernance est quelque chose d'essentiel pour que nos concitoyens soient rassurés que le bien public est utilisé à des fins publiques et que ces ressources mises à disposition permettent d'améliorer le quotidien de nos concitoyens et surtout d'améliorer le quotidien des plus défavorisés. Si les ressources ne sont pas utilisées avec efficience, on ne peut pas réduire la pauvreté dans notre pays. En tout cas, moi, je me réjouis de ce que les 5 premières années de mon mandat, nous avons pu faire reculer le taux de pauvreté, qui est passé de plus de 50% à aujourd'hui à 46%. C'est donc 10% de diminution en 4 ans. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous féliciter. Je vous félicite par ailleurs pour donc les notations internationales, notamment avec Transparency International, le classement en 2016 qui nous met au 107e rang sur 138 pays. C'est une évolution importante, je dirais même impressionnante, mais vous et moi, nous sommes d'accord que nous devons faire mieux et que notre objectif doit être de continuer d'améliorer notre classement. Le chef de l'État a par ailleurs préconisé que, outre la sensibilisation, des mesures de répression soient prises pour une lutte plus efficace contre la corruption et la gabegie.
Pour lui, c'est à ce prix que l'on parviendra à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Et une délégation de haut niveau du MCC a été reçue par le président Alassane Ouattara après 3 jours de mission à Abidjan. Cette délégation du Millennium Challenge Corporation est venue faire le point de sa mission au chef de l'État. Elle a également informé le président Alassane Ouattara sur les autres étapes à franchir avant le déblocage des fonds alloués par le gouvernement américain dans le cadre du programme MCC. Regardez. La présence à Abidjan de la délégation du MCC, Millennium Challenge Corporation, est la suite logique de l'éligibilité en décembre dernier de la Côte d'Ivoire au programme compact du MCC. 3 jours durant, la mission de travail conduite par Kamran Khan, vice-président du MCC et représentant du secrétaire d'État américain au sein de la délégation, a échangé avec les autorités ivoiriennes sur la mise en œuvre du programme compact. Elle est donc venue faire le point de sa mission au président Alassane Ouattara. Donc nous avons parlé de 2 points principalement. Le premier, c'est un programme compact standard pour la Côte d'Ivoire. Avec cela, nous avons parlé donc de possibles investissements au niveau de la région, étant donné le rôle de locomotive que la Côte d'Ivoire joue dans la région ouest-africaine. Nous sommes accordés sur les différentes approches au niveau des subventions que le MCC fait. Et bien sûr, avant tout, nous avons établi le caractère important sur la propriété donc, de la mise en œuvre de ces plans par le pays hôte, dans ce cas la Côte d'Ivoire, et s'assurer donc que l'impact se fera ressentir sur le citoyen lambda ivoirien, parce que le but, si vous voulez, du MCC, du programme compact, c'est le partenariat donc, entre le peuple ivoirien et le peuple américain. Et enfin, une partie un peu sur la réforme politique qui sera à entreprendre. L'éligibilité au programme compact du MCC récompense les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de bonne gouvernance. Elle devrait déboucher sur le déblocage d'une subvention comprise entre 150 et 400 milliards de francs CFA octroyée par le Congrès américain sur une période de 5 ans. Une enveloppe qui va servir à financer des projets structurants dans les infrastructures et le développement humain afin de réduire la pauvreté. Reportage signé Abiba Dambélé Saoué. En image, la première dame Dominique Ouattara, vous le savez, participe à la 7e édition de la conférence africaine sur la santé et les droits sexuels à Accra, au Ghana. Hier, le conclave des premières dames d'Afrique a été marqué par le lancement de la campagne continentale Tous inclus, une campagne qui vise à mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida chez les adolescents du continent par la sensibilisation et le dépistage volontaire. Dominique Ouattara a partagé l'expérience ivoirienne de la lutte contre le VIH-Sida chez les adolescents avant d'insister sur la nécessité pour les premières dames du continent de conjuguer leurs efforts afin de venir à bout du VIH-Sida. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Parlons maintenant de cette épidémie de méningite qui sévit dans le village de Youndo, situé à 110 km de Bouna. Le bilan actuel est de 18 morts. Aujourd'hui, la situation est sous contrôle selon les autorités sanitaires, mais sur place, c'est la désolation, nous dit Moussa Konaté, notre envoyé spécial dans la région. Douleur et tristesse se lisent sur les visages. La famille Somme est en deuil. Elle a perdu 2 enfants. Un autre dans un état critique. Tous sont victimes de l'épidémie de méningite qui sévit depuis plus d'1 mois dans le village de Youndouo, à 110 km de Bouna. J'ai l'impression de rêver. J'ai perdu 2 enfants en 3 jours. Actuellement, il y a un autre qui est couché à l'hôpital. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. C'est la désolation dans tout le village. 18 morts ont été enregistrés. Plusieurs autres personnes encore hospitalisées. L'inquiétude gagne du terrain chez les populations qui parlent de maladies mystérieuses. On ne sait pas d'où vient cette maladie. C'est du jamais vu. Depuis moi je suis né, je n'ai jamais vu un village comme ça. Durant 1 mois, le décès successivement. Et la personne, c'est la tête c'est le cou c'est la poitrine, les côtes. En même temps, dans le coma, la personne meurt. C'est du jamais vu. Mal de tête, douleur à la poitrine, fièvre. Les victimes présentent les mêmes symptômes. Selon les autorités sanitaires, il s'agit bel et bien de la méningite, mais d'un autre type. C'est la méningite, mais à pneumo. La méningite qui est provoquée par le pneumocoque.
qui est un gène contre lequel nous n'avons pas encore de vaccin. Mais il y a des médicaments efficaces. Quand le malade est pris très tôt, quand on le met sous traitement, au bout d'une semaine, ça commence à aller. Le mal désormais identifié, les malades sont donc pris en charge. Cette jeune fille s'est remise de la maladie après avoir reçu des soins. J'avais mal à la tête, au cou, à la poitrine. Arrivé au dispensaire, on m'a mis un sérum et on m'a donné des comprimés. Aujourd'hui, ça va un peu. Au jour d'aujourd'hui, la situation, je peux dire, est sous contrôle. Mais aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est surveiller. Continuer de surveiller. Chaque fois qu'il y a un cas suspect, il faut l'amener à l'hôpital. Donc c'est l'appel que je peux lancer à la population. Dès qu'ils se trouvent confrontés à ces signes-là, que nous appelons des signes dus à la méningite, qu'ils se rendent rapidement au centre de santé. La situation sous contrôle, mais les habitants de Youndour vivent dans la psychose. Leur souhait, être débarrassés de cette maladie qui a endeuillé plusieurs familles. Autre sujet, le ministre de l'économie numérique était hier face à la presse ici à Abidjan. Bruno Nabanye-Koné s'est prononcé sur les enjeux de l'économie numérique. Il a souligné que les transactions par mobile money sont estimées à 15 milliards de francs CFA par jour. On fait le point avec Alexis Ouedraogo. Appel, SMS, transfert d'argent ou achat en ligne, le numérique est partout dans le quotidien de l'Ivoirien. Rien que pour le mobile money, plus de 15 milliards de francs CFA sont engagés chaque jour dans les transactions. Le numérique a une puissante influence sur l'économie, création de richesses, mais surtout de nouveaux métiers. Il y a un gisement énorme. Pour acheter un pain baoulé, si par hasard vous êtes sur la route entre Yamoussoukro et Bouaké, vous arrêtez à Bomi-Zambo, vous achetez des pains. Mais ces pains qui sont beaux, qui sont appréciés, vous les mettez en ligne. Vous les mettez en ligne et vous avez tout de suite un client qui est au Guatemala, qui est au Pérou, un Ivoirien, même pas souvent un Ivoirien, ça peut être un Africain, ça peut être même un Européen, un Américain du Sud, etc., qui va regarder, qui va dire « mais c'est beau » et puis qui achète en ligne. Et l'État veut voir grand pour ces prochaines années, numériser le maximum de tâches et services fournis par l'État en vue de faciliter la vie du citoyen. Cette solution devrait être d'ailleurs une arme imparable contre la corruption. Ça va éviter qu'on puisse dire qu'un dossier est perdu. Ça va éviter que quelqu'un mette le pied sur le dossier en attendant que le demandeur vienne le voir. Et puisque désormais, on pourra à tout moment savoir que le dossier est chez tel. La mise en œuvre d'un identifiant unique est annoncée. Il devrait permettre d'adjoindre à chaque citoyen un numéro qui devrait le suivre dès sa naissance et le long de son existence. À la longue, l'État pourrait ne plus avoir à demander aux citoyens des documents qu'il délivre lui-même. Des procédures simplifiées pour les examens et autres concours publics. Pour les jeunes, le numérique va booster les innovations. Un accompagnement financier de 500 millions est prévu. Vous pouvez avoir une formation initiale la meilleure possible, une spécialisation la plus approfondie possible, mais si vous manquez, si vous n'avez pas cette TIC, cette couche numérique, malheureusement, vous risquez d'avoir des difficultés pour avoir un emploi. Quant aux frais douaniers, le ministre se veut rassurant. 0% de droits de douane, 0% de TVA. Le gouvernement a travaillé à la détaxification du matériel informatique. Pour le ministre, il faut toutefois dénoncer les cas indélicats. Sur les questions des remous à l'RTCI, le ministre a appelé à la retenue, l'essentiel étant la qualité des services proposés aux populations. Bruno Nabanye-Koné s'est prononcé sur le déploiement de la TNT. 9 mois sont annoncés pour dérouler le projet. Objectif 2020 pour le ministère de l'économie numérique, assurer 100% du taux de couverture et plus de 50% du taux de pénétration du haut débit, avec à la clé 150 000 emplois. Une étude sur l'état du service public est lancée par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Il s'agira d'évaluer les capacités des services publics à fournir des prestations de qualité aux usagers. C'est l'École nationale d'administration qui pilote cette étude. Hier, l'école a abrité le lancement de l'opération, nous dit Michel Digré. L'État de Côte d'Ivoire veut se donner les moyens pour moderniser son administration, et ce, en posant un bon diagnostic de l'état du service public. C'est tout le sens de la mise en route de cette étude pilotée par l'École nationale d'administration. À travers cette étude,
Une nouvelle ère s'ouvre pour l'ENA et doit faire apprécier son savoir-faire et sa capacité à être à la hauteur des attentes de ses mandats et répondre favorablement aux attentes d'une administration ivoirienne modèle et moderne. Il s'agira d'évaluer les capacités des services publics ivoiriens à fournir des prestations de qualité aux usagers. L'étude portera sur 3 secteurs, à savoir l'eau et l'assainissement, l'éducation et enfin sur la santé et le VIH-Sida. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration souhaite l'implication de toutes les parties pour la réussite de l'opération. Je voudrais, au nom de l'État de Côte d'Ivoire et de mes collègues ici représentés, demander à la communauté nationale et internationale à s'approprier cette étude et inviter les personnes et les administrations ciblées par l'enquête à réserver un bon accueil à l'équipe d'experts assignée à cette tâche. Cette étude s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Charte de l'Union africaine sur les valeurs et principes du service public. Dans le domaine de la culture, Bernard Dadier, célébré, le père des lettres ivoiriennes, a officiellement reçu le prix UNESCO devant plus de 2000 personnalités au Palais de la Culture. Ambiance et commentaires, Serge Collia. Du haut de ses 100 ans, Bernard Belin Dadier, le natif d'Assini dans le sud de la Côte d'Ivoire, fait son entrée dans la 1500 places du Palais de la Culture de Treichville, Bernard Dadier. L'homme, accompagné du ministre de la Culture et de la Francophonie, reçoit la reconnaissance d'un public sous le charme de son riche parcours littéraire long de 80 ans. Quoi de plus normal, puisque la justesse du message humaniste véhiculé dans ses œuvres a définitivement dépassé les frontières du continent noir pour asseoir l'hégémonie du père des lettres ivoiriennes au cœur même de l'UNESCO à Paris. Bernard est le lauréat du prix UNESCO UNAM, financé par l'Université nationale du Mexique. Il a été choisi devant 19 personnalités et organisations mondiales. Le 30 novembre 2015, la directrice générale écrivait à Bernard Dadier en ces termes, et je cite, « J'ai le plaisir de vous annoncer qu'en reconnaissance de votre contribution inestimable à la littérature africaine et francophone, j'ai décidé de vous décerner le prix UNESCO UNAM Jaime Torres Bodé en sciences sociales, sciences humaines et arts pour l'année 2015, conformément aux recommandations du jury. » Le prix UNESCO UNAM, symbole de sa contribution au développement du savoir dans le monde, a été remis par le représentant de la directrice générale de l'UNESCO, Yao Ido, au ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et à la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. À leur tour, ils sont allés à la rencontre de l'écrivain pluridimensionnel et de son épouse pour leur permettre de tenir en main la prestigieuse distinction. Ce prix est une chance car il permet de célébrer l'homme nouveau, cet homme nouveau, porteur des plus hautes valeurs humaines, de courage, de justice, et nous sommes en train de le construire dans notre pays. Nous le construisons sous la haute direction du président Alassane Ouattara, qui entend édifier pour nos populations une société de progrès et de réussite individuelle et collective. Je vous invite à croire en l'Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau sera comme Bernard Dadier. Souvenons-nous de cette sagesse dans Crimbier, le travail, et à part le travail, l'indépendance, mon enfant. N'être à la charge de personne, telle va être la devise de votre génération. Crimbier de Bernard Dadier, c'est cela l'Ivoirien nouveau. Le lauréat du prix UNESCO UNAM s'est exprimé. Merci. Seigneur mon Dieu, qu'en mon grand âge, vous m'ayez confié cet espoir. Merci à vous et merci à vous tous. Merci. Son fils a pris le relais pour lire une partie de son discours axé sur son engagement pour la littérature et pour un monde où la dignité humaine, la justice et l'égalité entre les hommes doivent triompher. Représentation artistique, chants,
Poèmes et contes à la gloire de cet érudit ivoirien ont donné à cet hommage tout son caractère festif. Un mot de communication. Il se tient à Yamoussoukro la première édition des Journées nationales de la communication et du marketing. Des praticiens, professionnels et experts de la communication et du marketing sont présents à cette rencontre où plusieurs conférences seront dites. Reportage Kader Sogodogo. Les Journées nationales de la communication et du marketing, JNCM, sont une plateforme annuelle dédiée au retour et au partage d'expériences locales entre responsables en communication, marketing et commercial de Côte d'Ivoire. Le thème de la première édition est « Accompagnement du changement au sein des directions commerciales, marketing et communication ». Les Journées nationales métiers qui se proposent de réunir différents praticiens par corps de métier en vue d'échanger sur des thématiques d'actualité et d'intérêt national faisant écho de nos réalités. Il faut qu'on adapte tout ce qu'on dira à nos réalités. Pour la cérémonie d'ouverture, un panel avec pour thème les fonctions communication, marketing et commercial au service de la relation client a permis à des professionnels du secteur de partager leur riche expérience avec l'assistance. Aujourd'hui, la relation client est affectée par de nombreux facteurs extérieurs, mais aussi par rapport à l'évolution de la société elle-même. On parle aujourd'hui de génération Z, on parle de digital, on parle de communication ascendante, descendante, transversale, etc. À la relation client. Donc ce que j'ai pu expliquer, c'est que c'est l'homme qui est au centre de tout. Une entreprise peut être importante, peut vendre des produits à profusion, c'est vrai. Elle peut être une marque extrêmement importante, cela aussi est vrai. Mais tous ceux qui produisent cela, ce sont les hommes. D'autres activités, notamment celles liées au partage d'expériences sur divers thèmes, vont meubler les 3 jours consacrés à ces Journées nationales de la communication et du marketing JNCM. La scolarisation des enfants, une priorité pour la mairie de Tiassalé. Elle vient de construire un bâtiment de 3 classes à l'EPP municipalité de Tiassalé. Cérémonie de remise de clés avec Chantal et Ouma à Kandan. Depuis 1986, les infrastructures scolaires de la municipalité de Tiassalé n'ont pas été renouvelées. Désormais, c'est chose faite. La mairie vient de mettre à la disposition de l'EPP municipalité de Tiassalé un bâtiment de 3 salles de classe d'une valeur de 25 millions de francs CFA. Ce bâtiment, selon le maire, viendra améliorer les conditions de travail des enseignants et des apprenants. Le maire rejoint ainsi la politique de l'école pour tous, instaurée par le président de la République, Alassane Ouattara. Au nom de la communauté éducative de Tiassalé, Chantal Taguéré a dit sa satisfaction pour les efforts consentis par les autorités. Et elle a promis d'en faire bon usage. Les autorités communales de Tiassalé entendent faire construire dans les mois à venir d'autres salles de classe à l'EPP Plateau de Ndoussi. Hors de nos frontières, une base de la mission de l'ONU au Mali a été attaquée ce vendredi matin, à Kidal, dans le nord du pays, par des islamistes. Il y a plusieurs morts et blessés. Déclaration faite par un porte-parole de la coordination des mouvements de l'Azawad, alliance de groupes rebelles séparatistes, qui souligne que le camp de la MINUSMA a été visé par des tirs d'armes à feu et de mortiers. L'actualité, c'est aussi la Journée internationale des enfants soldats. L'ONU invite à une réflexion sur un fléau qui prend de l'ampleur à cause des guerres dans le monde. Ces enfants soldats sont des milliers de garçons et de filles qui sont recrutés pour servir de combattants, de cuisiniers, de porteurs ou encore de messagers. La majorité y laisse leur vie et quelques survivants peinent à se réinsérer après les conflits. C'est le cas d'Abdoul, jeune Libérien, enrôlé de force au Libéria à l'âge de 15 ans. Abdoul fait partie de ces 38 000 enfants soldats recensés au Libéria, aujourd'hui appelés génération perdue, faute de réinsertion. Regardez. Quand il était adolescent, Abdoul Cessé parcourait les rues de Monrovia avec un AK-47. Kidnappé à la sortie de l'école quand il avait 15 ans, enrôlé de force, il a pris part à la guerre civile à la solde de Charles Taylor, homme politique qui allait devenir président du Libéria.
Il faisait partie des Forces du Démon, un groupe accusé en 2006 de torture, de viol et d'avoir brûlé des gens vivants. Aujourd'hui, à 33 ans, Abdoul n'a pas d'endroit pour dormir et survit au quotidien comme il peut. Nous avons commencé à nous battre contre notre peuple. Après la guerre, on a été désarmés, ils nous ont tout pris. C'est comme ça que je me suis retrouvé à être rabatteur dans les minibus. Ils n'avaient rien à faire et je ne voulais pas me retrouver à voler des gens dans la rue pour pouvoir manger mon pain quotidien. En plus, je peux dormir sur le trottoir. Abdoul était l'un des milliers d'enfants soldats enrôlés pendant les 2 guerres civiles qui ont frappé le pays entre 1989 et 2003. Plus de 250 000 personnes y ont perdu la vie. À la fois acteurs et victimes de ces atrocités et laissés à eux-mêmes depuis le désarmement en 2004, ils se battent aujourd'hui contre des addictions aux drogues et contre la pauvreté. La plupart des ex-enfants soldats souffrent de chocs post-traumatiques, mais très peu reçoivent des soins. Le gouvernement et les rebelles ont toujours nié la présence d'enfants soldats pendant la guerre, même si de nombreuses études indépendantes affirment qu'ils étaient entre 15 000 et 38 000. Voilà, ainsi s'achève ce 13 supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité.